Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons pour terminer le cours sur la politique, c'est-à-dire attaquer la troisième partie, sens et possibilités de la vie politique, c'était la problématique générale. Que nous avons bien traité de la question des fondements du politique, je vous propose plutôt d'envisager à présent les finalités du politique. Donc c'est une question euh, assez différentes, même si nous allons retrouver des points que nous avons déjà thématisés ou problématisés. Rang 3, la politique peut-elle se passer de toute référence au bien? Un questionnement donc sur la finalité de la politique qui s'origine dans un problème platonicien, c'est-à-dire que dès en fait l'acte de naissance de la philosophie politique, je veux dire l'écriture de la République de Platon, que j'ai déjà cité, se pose un problème, le problème du rapport, en fait, disons globalement, le problème du rapport de la morale et de la politique. C'est-à-dire que Platon affirme une chose extrêmement étonnante, qu'il ne faut d'ailleurs peut-être pas prendre au premier degré, au pied de la lettre. Il affirme que la cité idéale devra être gouvernée par des rois philosophes ou des philosophes rois. C'est-à-dire que, en fait, les qualités du roi doivent être les mêmes que celles du philosophe, c'est-à-dire finalement se détacher de son intérêt immédiat et personnel. Et Platon sait bien, il est même bien placé pour savoir, que cette qualité se rencontre rarement chez les gouvernants et qu'il faudrait un peu cette espèce de miracle qu'on parvienne à trouver des personnes réellement désintéressées en fait euh, pour assumer en fait la tâche de gouverner. Donc il imagine, mais dans un des passages qui sont voilà en grande partie des fictions, hein, il imagine que l'on apprenne à former en fait, enfin, que des cités s'emploient à former une classe de dirigeants qui soient en fait philosophes, c'est-à-dire qui aient les yeux rivés sur l'idée du bien et qui se désintéressent complètement du pouvoir. Et lorsque l'on prendrait l'un d'entre eux pour exercer le pouvoir, eh bien celui-ci, au lieu de triompher et de faire une grande fête sur l'esplanade du Louvre, au contraire serait navré d'apprendre qu'il n'y a personne de meilleur que lui pour exercer le pouvoir et serait navré de devoir quitter ses occupations philosophiques pour exercer le pouvoir. Bon, voilà, alors ce sont des passages qui sont peut-être euh, fictifs et qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, puisque Platon sait bien que les rois ne deviendront jamais philosophes et que les philosophes ne deviendront jamais rois, et que d'ailleurs il faudrait peut-être mieux pas que les choses se passent, enfin comment dire, que cela puisse réellement arriver. C'est peut-être une façon de poser le problème politique plutôt. En tout cas, il est vrai que les philosophes modernes ont souvent pris en fait ces passages de Platon comme des déclarations à prendre au pied de la lettre et ont mis en garde en fait leurs contemporains, les contemporains, contre le danger en fait de cette référence au bien, c'est-à-dire de croire qu'on gouvernera mieux si l'on est persuadé d'être le détenteur, l'unique détenteur de la vérité et du bien avec un B majuscule. C'est par exemple le cas de Karl Popper, Karl Raimund Popper, vous savez le philosophe autrichien dont nous avons déjà parlé dans les cours d'épistémologie. Enfin, je parle ici de oui, ça c'est ce qu'on fait les S et les STI. Karl Raimund Popper, ce philosophe américain né en Autriche, qui en 1945 écrivait The Open Society and its Enemies, la société ouverte et ses ennemis, et livre dans lequel, pardon, il accuse nommément Platon d'être l'inventeur du totalitarisme, à la lumière donc de au regard de cette idée du philosophe roi, du roi philosophe. Hein, et de cette référence permanente à l'idée du bien, qui, selon Popper, est précisément le péché de tous les révolutionnaires hein, qui veulent imposer leur idée du bien, quitte à envoyer des trains et des trains d'opposants à la mort, au goulag, où vous voudrez, hein, au nom de l'idée du bien. Donc Platon aurait été l'inventeur voilà, du totalitarisme en général, donc d'un gouvernement forcené de fanatiques en fait, voilà, fanatisés par l'idée du bien. Et à la suite de Karl Popper, beaucoup de philosophes
libéraux, de la même façon, car Karl Popper est un penseur du libéralisme, entendent ainsi déconnecter totalement la politique et la morale de la liberté. C'est-à-dire que la ce qu'est le bien, au risque de se transformer en une dictature épouvantable. Et donc cette tentation serait la définition même finalement des philosophies classiques, des philosophies politiques classiques. Et la modernité libérale consisterait à dire non, en fait, voilà, le citoyen est maître de décider par lui-même ce qu'est le bien, mais en aucun cas la politique ne doit empiéter sur cette prérogative, cette problématique qui appartient en fait à l'individu. Cela fait partie des croyances individuelles, celles qui sont protégées précisément par le premier amendement de la Constitution américaine, hein, qui place vraiment la liberté de croyance voilà, parmi les libertés les plus fondamentales, hein, et qui relie justement les libertés de croyance au droit de poursuivre le bonheur à sa façon. C'est-à-dire que c'est dans le même amendement que sont regroupées la liberté de croyance, la liberté de conscience et la poursuite du bonheur. Ces deux choses, donc, dans la conception voilà, de l'État libéral tel qu'il s'exprime par exemple dans la Constitution américaine, sont donc les fondements de la conception de la liberté qui donc se complètent, enfin sont réciproques. Alors, il y a là une rupture avec les philosophies classiques, qui, pour leur part, la plupart du temps, ne déconnectent absolument pas l'idée du bien et l'idée de l'organisation politique, que l'on parle de Platon, que l'on parle d'Aristote, que l'on parle même de Rousseau, hein. C'est là une rupture qui pourrait définir un peu voilà, l'idée du libéralisme. Alors, si on veut argumenter un peu cette rupture, on en verra une illustration chez Ruvén-Augien, dont j'ai mis ici le portrait. Bon, alors si on cherche des références à cette philosophie libérale, à cette vision libérale, on pourra remonter par exemple à Platon, pardon, excuse-moi, à Emmanuel Kant, confonds tout, à Emmanuel Kant, qui, souvenez-vous, euh, mettait également en garde les chefs d'État et les gouvernements contre la tentation de vouloir faire le bien des peuples à leur place, de vouloir faire le bien des hommes à leur place. C'est dans... j'ai un trou de mémoire. Non, c'est pas dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Euh, si, bon, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bon, en tout cas, Emmanuel Kant explique que voilà, on ne peut pas se mêler de faire le bonheur des autres, car le bonheur est une idée tout à fait personnelle et empirique. C'est le résultat d'une expérience, bon, par définition personnelle, comme toute expérience, et par conséquent, en fait, on ne peut pas dicter les conditions rationnellement, au moyen de la raison, les conditions du bonheur. Ça fait partie de cette réforme kantienne de la notion de bonheur. Le bonheur, ça fait partie des idées de la raison, des idées que l'on peut disons, définir rationnellement, pour lesquels on peut définir une méthodologie rationnelle. On ne peut pas expliquer comment on fait pour être heureux, on ne peut pas expliquer non plus la méthode. Et par conséquent, lorsqu'on essaye d'établir une idée du bonheur, et surtout quand on essaye de l'imposer aux autres, alors inévitablement, on exerce à ce moment-là, on tente d'exercer un pouvoir despotique, un pouvoir insupportable, et c'est ce que Kant appelait très joliment, je vous ai fait remarquer, les gouvernements paternalistes. Oui, joliment, parce que la réalité du XXe siècle a donné à cette idée de voilà, faire le bonheur des gens malgré eux un visage beaucoup moins, disons, souriant que cette cocasse expression de gouvernement paternaliste hein, voilà, qui fait référence à un type de pouvoir, un type de tutelle tout de même bien différent du pouvoir totalitaire dont on a pu voir toute la dimension et l'horreur au XXe siècle. Alors, j'ajouterais, pour donner une autre illustration de ce même principe, dans l'éthique minimaliste, j'ajouterais que cette même volonté de déconnecter la politique de l'idée du bien trouve une expression, d'ailleurs une expression qui semble tout à fait pertinente dans ce que l'on appelle l'éthique minimaliste, hein. Je veux dire par là que, effectivement, le droit et la morale, ce ne sont pas les mêmes choses. C'est-à-dire que le droit, ce sont des normes sur lesquelles on se met d'accord ensemble. La morale, par contre, est plutôt de l'ordre des croyances personnelles et ne peut pas faire
l'objet d'un consensus obligé, hein. Et voilà par exemple l'argument que développe un penseur comme Rufin-Ogien. Rufin-Ogien, voilà, c'est un penseur français, né, enfin originairement en Allemagne, néanmoins, bon, il est mort récemment, il est mort il y a quelques années. Voilà un penseur contemporain qui est l'un des défenseurs et des grandes figures de l'éthique minimaliste. Alors l'éthique minimaliste, c'est une théorie qui affirme que, euh, enfin qui oppose, pardon, l'éthique substantialiste et l'éthique contractualiste. C'est-à-dire que l'éthique substantialiste, c'est des théories du bien, des éthiques qui disent voilà ce que c'est que le bien, voilà ce que c'est que de bien vivre. Et donc au regard de ce que c'est que la norme de la vie bonne, le concept de la vie bonne, eh bien on va définir en fait des règles précises et donc juger que certains styles de vie, certaines activités sont bonnes et d'autres au contraire, sont mauvaises. Ça, c'est l'éthique substantialiste, donc qui dicte le contenu de la morale humaine. Bon. L'éthique contractualiste, au contraire, part d'un principe complètement différent et consiste à dire, bon, en fait, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, voilà en fait des conceptions qui sont très personnelles, qui appartiennent à chacun, qu'on ne peut pas véritablement argumenter, qu'on ne peut pas démontrer, et par conséquent, finalement, la règle qui doit présider aux rapports humains, c'est la règle du contrat, c'est-à-dire voir en fait si les gens sont d'accord entre eux pour faire ceci ou cela, mais ce n'est pas en fait à l'État de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Exemple, l'homosexualité, typiquement, est repoussée par beaucoup d'éthiques substantialistes qui expliquent ce que c'est que la vie bonne, et au contraire, l'éthique contractualiste envisage les choses de façon complètement différente, en disant, bon, finalement, ce qui importe, c'est de savoir si deux personnes sont d'accord ou pas d'accord pour se livrer à des relations sexuelles. Après, ce n'est pas à l'État de juger, voilà, si un homme doit avoir le droit d'aimer un homme ou une femme, hein, c'est là, en fait, tout ce qui compte, en fait, c'est le contrat, c'est-à-dire le fait d'être d'accord ou pas d'accord, de convenir, hein, on appelle ça aussi l'éthique conventionnelle, c'est-à-dire le fait de convenir, voilà, sur ce qu'on va faire entre adultes consentants, et puis le reste, finalement, ce n'est pas affaire de morale, hein. Donc, en fait, la morale est du ressort uniquement personnel, la sphère publique, c'est la sphère du droit. Et dans la sphère du droit, ce qui prime finalement, c'est l'accord. Le fait que les personnes se mettent d'accord entre elles, hein. Et donc voilà ce qui définit l'éthique minimaliste, excusez-moi, ce qu'on appelle également le minimalisme éthique. Excusez-moi ma confusion dans ma phrase. Alors, je vous donne un exemple pour aller effectivement dans le sens d'Ogien, hein, de Rufin-Ogien. Voilà une question, effectivement, comment dire, qui est très contre-intuitive. Est-ce un juge dans une cour d'assises ou bien enfin n'importe quelle cour de justice finalement, doit s'occuper de juger les prévenus du point de vue de la morale, ou bien en fait du point de vue simplement de la loi? C'est-à-dire qu'après tout, on peut parfaitement obéir aux lois en étant très immoral. D'ailleurs, on en a vu des exemples quand on a fait le cours sur la morale, hein, on peut parfaitement être un bon citoyen, obéir aux lois et en fait essayer d'utiliser les lois à son avantage ou bien, je ne sais pas, mentir, enfin, avoir de sombres intentions, mettons, et pourtant obéir aux lois, hein. Bon, mais comment doit juger comment doit procéder le juge? Est-ce qu'il doit en fait se baser sur son appréciation morale des faits ou bien son appréciation juridique des faits? C'est-à-dire en fait, est-ce que le citoyen, le prévenu, pardon, a observé les lois ou pas? Euh, je vous donne un exemple. Pendant l'un des procès, le procès de Carlton, hein, qu'a subi Dominique Strauss-Kahn, le procureur a commis l'erreur d'accuser Strauss-Kahn d'avoir eu des relations, enfin des types de relations avec des femmes qu'il jugeait lui immorales, et l'avocat de Strauss-Kahn a eu beau jeu de lui rétorquer que
Dans un procès, on n'était pas là pour juger de la morale des gens, mais simplement pour juger de la légalité des actions faites par les gens qui sont convoqués devant la justice, tout simplement. Et effectivement, c'est imparable. Je veux dire, le juge n'a pas en fait à apporter un jugement personnel sur les faits du prévenu, sur les actes du prévenu, pardon, mais il a simplement apporté un jugement juridique, à savoir est-ce que le prévenu a observé les lois qui sont en vigueur, hein, ou bien est-ce qu'il les a enfreintes. Mais c'est le seul point de vue, parce que sans cela, effectivement, on ouvre la porte finalement à l'arbitraire, hein, et le propre de la justice, c'est de juger les prévenus en fonction de lois qui sont les mêmes pour tous, hein, et de juger n'importe qui, quelle que soit la personne, quel que soit son rang, son pouvoir, sa richesse, etc., de juger de façon. Donc, à ce compte-là, on doit trouver une norme commune pour juger les prévenus et donc faire appel aux lois écrites et non pas à son sens de la morale qui peut être tout à fait personnel, discutable, etc. Donc, moralité, la morale appartient à la sphère privée et non pas à la sphère publique. On déconnecte complètement, autrement dit, l'idée du bien et l'organisation de la société, l'organisation juridique de la société, autrement dit voilà, les lois. Bon. Alors, il y a là, en fait, quelque chose qui témoigne vraiment de la définition des sociétés libérales dans lesquelles nous vivons. Jean-Claude Michéa, le philosophe célèbre critique du libéralisme, dont j'ai déjà plus d'une fois mentionné le nom, hein, Jean-Claude Michéa, dans un livre qui s'appelle L'Empire du moindre mal, explique que, d'après lui, ce sont les guerres de religion, le traumatisme des guerres de religion, qui ont poussé les penseurs européens, les politiques européens, à déconnecter ainsi l'idée du bien et l'organisation politique des sociétés. Alors attendez, je vous mets le titre, l'Empire... Alors non, en italique c'est mieux même. L'Empire du moindre mal. Je ne sais plus l'année, mais c'est en gros dans les années 2000 que ce livre a été publié. Bon, alors, bref, selon Michéa, en fait, les guerres de religion au XVIe siècle laissent en Europe un traumatisme qui va prendre longtemps à surmonter, enfin qui prendra longtemps à être surmonté. Ce traumatisme, en fait, tient au fait d'avoir voulu imposer, en fait, une conception de la religion et du bien à des peuples qui n'en voulaient pas. Bon. Ces guerres, effectivement, étaient extrêmement sanglantes en France. Elles tenaient effectivement à des conceptions extrêmement dogmatiques du bien et du mal. Et si effectivement on lit les penseurs politiques qui ont suivi immédiatement ce désastre des guerres de religion, on voit apparaître une forme de relativisme politique consistant à dire que voilà, le politique ne doit pas se mêler de décider ce qu'est le bien ou ce qu'est le mal. Alors, paradoxalement, ce mouvement sera renforcé par la pensée des moralistes du XVIIe siècle, qui étaient loin d'être des relativistes d'une certaine manière, hein, pourtant, du moins en matière religieuse. Les moralistes du XVIIe siècle, qui, à leur façon, participent à la critique de la notion de vertu. Hein. De qui je parle? Je parle de Pascal ou de La Rochefoucauld, qui, bon, pour leur part, sont des catholiques convaincus, hein, augustiniens même, c'est-à-dire disciples voilà, de saint Augustin, et loin de croire que la religion soit une affaire strictement personnelle, privée, relative, etc. C'est pas du tout leur discours. Ils apportent leur pierre à la critique de la vertu en expliquant que l'intérêt personnel est partout, se cache partout, et que par conséquent, ce que l'on appelle vertu n'est le plus souvent que des vices déguisés. Vous vous souvenez de cette citation de La Rochefoucauld, c'est l'exergue des maximes de La Rochefoucauld, hein, nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. 1678, je crois, première édition. Je crois, des maximes de La Rochefoucauld. Bon, alors, avec ce grand mouvement de critique de la vertu, de la notion de vertu, oui, je devrais préciser ici, critique de la notion de vertu,
Eh bien, on ne voit plus exactement ce que c'est que la vie bonne. Personne ne peut dicter ce que c'est que la vie bonne, hein, et ni philosophe, ni gouvernant. Et donc, dans ces conditions, les gouvernants se retrouvent, voire doivent se retrouver dans l'obligation d'une certaine neutralité morale, hein, c'est-à-dire que l'État ne doit pas se mêler de dire ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, parce qu'au fond, voilà, la philosophie des moralistes montre que on ne peut pas déterminer avec précision ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal. Bon, alors voilà une des pièces du schéma, du principe du libéralisme moral et également du libéralisme politique, hein. C'est-à-dire que les penseurs libéraux du XVIIIe siècle vont comment dire, s'appuyer sur voilà, une sorte de conception très sceptique, hein, par rapport à la notion de vertu pour développer une pensée voilà, libérale en termes politiques, hein, et pour développer également sous son versant économique le libéralisme décliné autrement. Alors je vous en donne un exemple extrêmement frappant à travers la fable des abeilles de Bernard Mandeville. Bernard Mandeville, grande référence de la pensée libérale, hein, qui, souvenez-vous, dans la fable des abeilles, explique que finalement, si l'on imagine deux ruches, l'une habitée d'abeilles vertueuses et l'autre habitée d'abeilles vicieuses, et bien finalement, la ruche qui sera la plus prospère et la mieux organisée, ce ne sera pas la première, ce sera la seconde, parce que les abeilles qui seraient soucieuses en fait de vertu et des biens publics se mêleraient de tout et de n'importe quoi, ne veilleraient surtout pas à développer leur propre activité, leur propre prospérité, et la ruche tomberait à ce moment-là dans une espèce de, voilà, de ruine et de désordre total, tandis que les abeilles qui seraient uniquement mues par leur intérêt personnel finiraient inévitablement par œuvrer pour, non pas pour le bien commun, mais en fait tout simplement en œuvrant pour leur propre prospérité, elles accepteraient d'obéir aux lois, hein, pour leur propre intérêt finalement. Et leur ruche, finalement, serait beaucoup plus prospère, beaucoup mieux organisée, beaucoup mieux tenue que la première. Alors, selon Mandeville, autrement dit, les vices privés concourent au bonheur public, hein, les vices particuliers concourent à la prospérité générale. D'une certaine façon, c'est ce que commente, enfin, pardon, c'est tout à fait ce que commente l'économiste Daniel Cohen, contemporain, hein, qui, il n'y a pas si longtemps, sortait un livre qui s'appelait La prospérité du vice, hein, qui finalement reprend exactement le paradigme développé par Mandeville en expliquant qu'effectivement, il y a une économie, enfin, qu'on peut parfaitement en fait organiser la prospérité économique en tablant sur effectivement sur la cupidité, sur l'égoïsme, sur voilà les vices des uns et des autres. Donc en fait, sur la base d'un libéralisme moral renonçant à dicter ce que c'est que la vie bonne, on voit s'organiser la pratique d'un libéralisme économique consistant à dire bon, encourageons l'économie, encourageons en fait le désir des hommes de s'enrichir, peu importe si on peut juger moralement que ça s'appelle de la cupidité, de la rapacité ou quelque chose voilà qui soit moralement répréhensible, hein. Cela de toute façon n'est pas de l'ordre comment dire des critères admissibles dans le débat public, hein. On encourage la recherche personnelle du profit, et cela va en fait profiter non pas seulement à l'individu, mais à l'ensemble de la société, hein. Et donc, essayons autant que possible de réduire tous les freins à l'activité économique, toutes les mesures qui peuvent nuire au dynamisme et à l'esprit d'entreprise. Diminuons le rôle de l'État. Ce n'est pas à l'État non plus de se mêler finalement d'organiser la société selon un schéma dicté par des considérations morales, hein, mais laissons chacun libre d'organiser son activité comme il lui plaît, et surtout abaissons toutes les barrières à l'activité économique, qu'elle soit d'ordre fiscal, administratif, etc. L'État ne doit pas se mêler de définir finalement une certaine vision de la société, une certaine vision du bien, hein, sous peine de tomber en fait dans voilà quelque chose, l'abus de pouvoir finalement. Un autre exemple.
c'est la philosophie de Francis Fukuyama, dont on a déjà parlé dans le cours sur l'histoire. Alors ça, j'en ai pas parlé avec toutes les classes, mais Francis Fukuyama voit en 1989-1991 triompher finalement voilà, les États libéraux, tandis que s'effondrent les États fondés sur l'idéologie communiste. Et pour lui, c'est le signe que voilà, c'est la fin des idéologies, on arrive à la fin de l'histoire, et donc il faut désormais que voilà, on encourage essentiellement l'activité économique à travers les échanges mondialisés, hein, et la mondialisation de l'économie finira par produire ce que les idéologies n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire des sociétés finalement plus justes, des sociétés plus démocratiques, hein, parce que en fait, voilà, tous les États finiront par comprendre que finalement il est de leur intérêt de s'intégrer à l'économie mondiale, au marché mondial, au marché libéralisé, hein, donc abaissons les droits au commerce. Et ainsi, en fait, les États comprendront que finalement, il est plus intéressant, il est plus intelligent de pratiquer le commerce, d'encourager l'initiative personnelle des acteurs économiques et donc de laisser finalement une certaine liberté aux acteurs de l'économie. Et donc, bah, finalement, voilà, on parviendra à un fonctionnement de vie beaucoup plus démocratique partout dans le monde. C'est la fin des idéologies et donc à nouveau l'intégration des échanges commerciaux mondialisés, libéralisés, favoriseront en fait la prospérité et l'ordre des sociétés, hein, sur la base d'un adieu aux idéologies, aux conceptions dictatoriales du bien. Voilà. Minimalisme éthique et libéralisme politique. Je vous donne un exemple, la marchandisation du corps. Alors oui, on s'éloigne un peu de Francis Fukuyama, mais c'est un exemple que prend Ruben Augien, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, on peut, euh, du point de vue du libéralisme économique, juger que il est temps de supprimer en fait les entraves à la marchandisation de tous les services, hein, y compris par exemple le service de la maternité. On peut considérer que par exemple louer son utérus, enfin je veux dire euh, proposer à un couple qui ne peut pas porter d'enfant ou qui ne veut pas porter d'enfant, euh, de louer l'utérus d'une femme fertile, c'est-à-dire procéder à ce qu'on appelle une gestation pour autrui. Bon, voilà une ressource économique inexploitée, bon, par exemple en France, et pourquoi pas autoriser en fait ce type de commerce, c'est-à-dire la marchandisation de la fonction procréatrice, enfin au moins la gestation plus exactement, hein. Et il n'y a pas lieu d'en juger en fait moralement en disant oui, mais en fait c'est les mauvaises mères qui font ça, c'est pas bien, etc. Donc en fait neutralité ici de l'État. L'État ne doit pas se mêler de définir ce qu'est le bien ou ce qu'est le mal, et donc c'est aux citoyens et aux citoyennes de juger voilà si l'enjeu le vaut ou pas, hein, de payer une femme pour porter son enfant. Bon, donc ici, on voit le minimalisme éthique et le libéralisme politique qui marchent de pair, hein. Supprimons les entraves à l'économie et supprimons également les œillères morales qui entravent la libre entreprise, quoi. Voilà. Alors, on va réfléchir à cet exemple dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, voilà, je m'arrête ici. Et donc, dans la prochaine et dernière vidéo, nous reparlerons de cet exemple.